Avant le coup d'envoi des playoffs, voici les 5 clés incontournables que vous devez absolument avoir en tête. Au numéro 1 de ma liste, on retrouve les Los Angeles Lakers. Et la question que je me pose, c'est s'ils peuvent tenir ce rythme. Depuis le 1er mars, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes de la NBA. Avec un bilan de 13 victoires pour 2 défaites, une évaluation offensive de 122,2, 7ème de la ligue, et une défense à 111,9, classé 6ème. C'est clairement l'équation parfaite d'un vrai prétendant au titre. Faire partie du top 10 des deux côtés du terrain vous donne de réelles chances. Mais pour moi, la question n'est pas de savoir si cette série est impressionnante, car elle l'est. Il s'agit plutôt de savoir si cette version 2 est assez solide pour survivre à 4 tours de play-off absolument épuisants. Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'était qu'un mois de folie passagère et rien de concret. Côté attaque, je trouve qu'il y a de vraies raisons d'y croire. En début de saison, l'un des gros problèmes résidait dans le manque évident de cohésion collective. Quand Luka, Austin Reeves et LeBron James partageaient le parquet ensemble, c'était lourd. Leurs talents respectifs semblaient constamment se marcher dessus. On assistait souvent à un jeu chacun son tour, sans aucune hiérarchie offensive établie. Mais depuis le All-Star Break, tout a changé. Désormais, quand Luka, Reeves et LeBron jouent sur le terrain en même temps, les Lakers affichent un net rating de +1 et une efficacité offensive de 122,4, ainsi qu'une défense à 111,4. Pour situer, ce rendement offensif serait le premier de toute la NBA sur l'année. Et en défense, cela les placerait 4e, soit dans le top 5 des deux côtés du terrain. Cela montre que ce n'est pas qu'une simple réussite passagère au tir. Ils ont mis en place un système de jeu qui commence enfin à faire sens. Et si cela fonctionne si bien, c'est assez simple à comprendre. Vous avez Luka Doncic aux commandes, et on sait tous ce qu'il peut apporter en play-off. C'est l'un des meilleurs moteurs offensifs de cette génération quand arrivent les phases finales. Dès qu'il commence à dicter le tempo, tout le jeu s'organise autour de lui. Tant ses qualités de scoreur et de créateur sont exceptionnelles. De son côté, LeBron s'est installé dans un rôle de facilitateur et de troisième option, laissant Luka et Reeves créer le décalage initial pour qu'ils puissent attaquer ensuite, face à un rideau défensif déjà déstabilisé. Cela lui simplifie énormément la tâche, lui permettant de briller dans les secteurs où il excelle encore à un niveau incroyable, même à 41 ans. Sans devoir monopoliser le ballon pour faire la différence tout seul. Et puis on retrouve Austin Reeves, le véritable facteur X qui a tout débloqué pour les Lakers, jouant à un niveau digne d'un All-Star depuis le début de la saison, assumant pleinement son rôle de second marqueur. Si vous ajoutez Marcus Smart à cette équation, les statistiques de l'équipe deviennent carrément folles. Quand Luka, Reeves, LeBron et Marcus partagent le terrain ensemble, les Lakers affichent un net rating colossal de plus 15,5, avec 126,5 d'évaluation offensive pour seulement 110,9 d'évaluation défensive. Des chiffres dignes du top 3 des deux côtés du terrain. Alors oui, je crois beaucoup plus en cette attaque qu'en début d'année. Je valide totalement cette nouvelle hiérarchie. Je crois en cette alchimie et en ces Lakers capables de poser d'immenses problèmes aux défenses adverses durant les playoffs. Je vais cependant surveiller de très près leur comportement défensif, car leur attaque a clairement le niveau pour aller très loin. Pour moi, la vraie question est de savoir si cette défense va pouvoir tenir le coup face aux cadors de la ligue durant de vrais playoffs. Voilà pourquoi ces prochains matchs contre Oklahoma City vont être absolument capitaux selon moi. C'est précisément ce duel qui va nous révéler la vérité sur leur réel niveau. Simple coup de chaud ou vrai prétendant au titre. Deuxième point crucial à retenir avant les playoffs, j'ai l'impression que Jason Tatum est déjà redevenu ce joueur injouable. Après sa grave blessure au tendon d'Achille l'an dernier, on était nombreux à penser qu'il manquerait toute la saison régulière. Le voir revenir à temps pour monter en puissance avant les phases finales est déjà une immense victoire. Mais j'espérais secrètement quelque chose de bien plus grand. Je voulais voir Jason Tatum revenir, retrouver son rythme et transformer Boston en une machine de guerre. Et j'y crois enfin. Car sa démonstration face à Charlotte m'a prouvé que toutes les pièces du puzzle se réassemblaient. En 31 minutes, il claque 32 points, 5 rebonds, 8 passes, aucune balle perdue et un contre à 52% au tir. Depuis son retour, j'entrevoyais des éclairs. Un soir, son playmaking semblait de retour, mais son tir extérieur était complètement absent. Et le match suivant, son adresse revenait par séquence, sans pour autant peser sur le jeu. Mais cette fois, j'ai vu un match référence ultra complet. C'était précisément le Jason Tatum que j'attendais de revoir depuis le début de saison. Une performance d'autant plus folle que Boston jouait sans Derrick White ni Jaylen Brown, face à des Hornets qui affichent pourtant une forme étincelante ces derniers temps. Mais sous la direction de Tatum, il l'emporte facilement, avec jusqu'à 20 points d'avance durant la rencontre. Et durant toute la partie,
J'ai eu le sentiment qu'il déjouait absolument tous les pièges défensifs de Charlotte. Mes analyses des statistiques avancées confirment d'ailleurs son impact monstrueux lorsqu'il est sur le terrain. Boston affiche un net rating de plus 10,3 et 118 d'évaluation offensive, et surtout un rating défensif impressionnant de 107,7. C'est ce dernier chiffre qui saute immédiatement aux yeux dans mes analyses. En attaque, Boston s'en sortait sans lui, grâce au système à 3 points de Joe Mazzulla, qui parvenait à étirer le jeu des Celtics de façon remarquable. Leur attaque restait l'une des meilleures de la NBA, même sans Tatum. Mais j'ai remarqué le vide sidéral qu'il laissait en défense. Pour moi, il n'est pas qu'un simple marqueur de points. C'est l'ailier physique et polyvalent qui verrouille tout de son côté du terrain. Il apporte taille, polyvalence, création et playmaking, et je l'ai vu capable de jouer pivot en petit effectif, tout en contenant les extérieurs adverses sans souci. Voilà pourquoi j'accordais une importance capitale à ce récent match contre Oklahoma City. Oklahoma City était pourtant au complet, mais j'ai vu Boston leur donner une véritable leçon. Si Jaylen Brown a brillé, Tatum a compilé 19 points, 12 rebonds, 7 passes et 4 contres ou interceptions. C'est exactement le genre de prestation qui me rappelle que Boston est l'une des rares franchises taillées pour faire chuter absolument tous les favoris cette saison. Et quand j'observe la conférence Est qui semble totalement s'ouvrir en ce moment, les Celtics s'imposent comme mes grands favoris. Surtout que New York commence à fléchir. Pour moi, perdre Cade change totalement ce côté du tableau. Et de mon point de vue, Boston a quasiment verrouillé la deuxième place. Alors si JT est déjà à 85% de sa forme de l'an passé, je pense que cela suffit amplement pour faire des Celtics la plus grande menace pour le titre à l'Est. La troisième chose que nous devons analyser avant les playoffs, c'est que Denver est un géant endormi. Car si je regarde uniquement leurs statistiques de mars, elles ne vont pas vraiment m'impressionner. Depuis le début du mois, ils ont signé 11 victoires et 5 défaites, avec un net rating de plus de 5,2. L'attaque a été excellente, avec une efficacité de 123,8. La 4e de la NBA sur cette période. Mais leur défense a chuté au 19e rang à 118,6. Donc si quelqu'un regarde ça et dit que ce n'est pas suffisant pour viser le titre, je le comprends tout à fait. Mais Denver reste l'équipe en laquelle j'ai le plus confiance devant presque toutes les autres, pour afficher un visage totalement différent dès le début des playoffs. Et cela commence par ce que j'ai déjà pu observer chez eux. En 2023, ils ont remporté le titre avec une attaque que personne ne pouvait stopper. Portée par un Nikola Jokic, le joueur le plus intelligent du circuit, et un Jamal Murray ultra décisif dans les grands moments, leur défense, même durant ce parcours, n'était pas parfaite, mais elle faisait largement le travail. Et surtout, elle a su hausser son niveau de jeu au moment où il le fallait. Puis, les années suivantes, des blessures à répétition sont venues gâcher la fête. Leur série contre Minnesota s'est jouée sur des problèmes de santé. L'an dernier encore, la blessure d'Aaron Gordon au match 6 a totalement chamboulé l'issue du match 7. En dehors de ça, ils essayaient simplement de survivre, sans le moindre apport de leur banc, poussant tout de même le futur champion, le Thunder, au match 7. Alors quand j'observe leur effectif actuel, je n'y vois pas une version affaiblie qui tente de revivre le passé. Je vois un groupe plus profond qui a simplement manqué de régularité collective. C'est pour cela que je surveille de très près la santé de leurs cadres. Tim Hardaway Jr. apporte énormément. Le retour de Bruce Brown fait un bien fou. Peyton Watson a franchi un cap, et même Spencer Jones est une belle surprise. Mais surtout, lorsque Jamal Murray, Aaron Gordon et Nikola Jokic sont alignés ensemble, leurs statistiques sont absolument folles. En seulement 395 minutes cette saison, ce trio affiche un net rating de plus 20, avec une attaque extraterrestre à 134,2 et une défense de 114,2. Et avec une attaque d'un tel calibre, leur défense n'a pas besoin d'être incroyable, elle doit simplement se montrer solide. À mes yeux, Aaron Gordon est l'atout qui rend cette défense crédible, car il apporte du physique et de la taille face aux adversaires qui comptent. Derrière, Peyton Watson amène une solution défensive supplémentaire. Et de mon côté, je trouve Bruce Brown de plus en plus à l'aise au fil des matchs. Voilà pourquoi je continue de les qualifier de géants endormis. Ils en sont à 6 victoires de suite, sans même avoir besoin de réciter leur meilleur basket. J'ai l'impression qu'ils patientent sagement. C'est l'attitude d'un groupe qui sait exactement ce qui compte. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de vider le réservoir fin mars pour prouver à la terre entière qu'ils sont dangereux. C'est évidemment un pari risqué de ma part, car honnêtement, si je me trompe, toutes les équipes n'ont pas cette vitesse supérieure, mais Denver fait partie des rares franchises de la ligue qui ont prouvé qu'elles l'avaient. Alors non, leur récente séquence défensive n'a clairement pas été incroyable,
Mais leurs stars ont fait leurs preuves et l'effectif est incontestablement meilleur que l'an dernier. Et quand leurs meilleurs éléments jouent ensemble, leur attaque semble tout simplement largement au-dessus des autres. C'est la raison ultime pour laquelle tout le monde doit se méfier de Denver. La quatrième chose que vous et moi devons analyser avant le début des playoffs, c'est de savoir si les Pistons de Détroit doivent s'inquiéter dès maintenant. Et malheureusement, je pense que la réponse est oui. Le coup dur pour Cade Cunningham avec ce pneumothorax est absolument terrible. C'est un choc à plusieurs niveaux. D'abord, pour l'avenir de Détroit dans ses playoffs, mais aussi pour Cade lui-même, vu la saison absolument incroyable qu'il était en train de réaliser. Il allait sûrement être finaliste pour le titre de meilleur joueur et dans le premier 5 All-NBA. Et maintenant, avec cette fameuse règle des 65 matchs, il est bloqué à 61 matchs et va rater tous les trophées de fin de saison. C'est un dénouement terrible vu la saison magistrale qu'il venait de réaliser. Et ce n'est vraiment pas pour ce genre de cas que cette règle a été créée. Mais le vrai problème, c'est le timing. Les rapports disent qu'il pourrait revenir pour le premier match du premier tour. C'est possible. Mais je ne pense pas que cela doive rassurer totalement les fans de Détroit. Vous et moi avons déjà vu ce genre d'histoire où le premier diagnostic se veut rassurant. Puis on parle du match 2, puis d'un retour plus tard, et soudain, la série se termine sans que le joueur n'ait rejoué une seule seconde. Je repense notamment à la blessure au mollet de Giannis il y a quelques années, parce que les toutes premières rumeurs laissaient entendre que la situation serait facile à gérer. Et au final, il n'a pas foulé le parquet une seule seconde de ce premier tour. Et attention, je ne prétends pas que Cade est totalement exclu pour ce premier tour de play-off. Mais je dis qu'un pneumothorax est une blessure grave dont on ne peut pas hâter la guérison. Et s'il n'est pas prêt, ou s'il revient sans être à 100% de ses capacités, alors je pense que Détroit va avoir un vrai problème. Car les équipes du play-in à l'Est n'offrent aucun match facile. Charlotte et Miami sont 9e et 10e, et ce seraient des confrontations très pièges pour Détroit sans leur meneur star. Et puis il y a Philadelphie et Orlando, qui pourraient également se retrouver sur leur chemin en fonction du tableau et de l'issue du tournoi de play-in. Je pense vraiment que chacune de ces équipes peut poser d'énormes difficultés à Détroit, si Cade est absent ou diminué. Les Pistons ont été excellents en défense cette saison, et statistiquement, ils s'en sortent même un peu mieux de ce côté du terrain quand il est sur le banc. Mais c'est la chute en attaque qui m'inquiète. Avec Cade sur le terrain, Détroit affiche une évaluation offensive de 121,3, un niveau d'élite. Mais sans lui, ce chiffre dégringole à 113,6, ce qui est catastrophique pour un prétendant. En play-off, ce genre de baisse de régime pardonne rarement. Alors oui, Détroit doit clairement commencer à s'inquiéter. Je ne dis pas qu'ils vont forcément perdre ce premier tour si leur leader reste sur le banc. Je les donnerai d'ailleurs sûrement encore gagnants. Face à ses adversaires, leur défense bancale devient une véritable faille. Mais cette série s'annoncerait chaotique. Et croyez-moi, ce n'est pas le genre de premier tour qu'on veut s'infliger quand on vise le titre. Au premier tour, vous ne voulez pas être en simple mode survie. L'objectif, c'est d'imposer son rythme et de s'économiser pour les grosses batailles à venir. Sans un Cade Cunningham à 100%, Détroit n'aura pas ce luxe. Alors, même s'ils évitent une élimination directe dès le départ, s'épuiser dans un premier tour ultra disputé est un scénario qu'ils veulent absolument éviter à tout prix. Maintenant, penchons-nous sur la 5e clé du tournoi. Quelqu'un peut-il vraiment décoder le jeu de OKC ou vont-ils tout simplement enchaîner avec un deuxième titre consécutif? À l'heure actuelle, je les considère comme la meilleure équipe de la ligue. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'ils récupèrent leur force au meilleur moment. Depuis mars, ils affichent un bilan insolent de 13 victoires pour une défaite. Et le retour de Jalen Williams explique en grande partie pourquoi ils font encore plus peur aujourd'hui. Sa dernière prestation face à New York en est la preuve éclatante. Il termine avec 22 points à 7 sur 11 au tir. Mais surtout, il a graissé le cercle, concluez les transitions et mettez une pression constante sur la raquette. Je l'ai déjà dit, mais c'est exactement ce G-Dub agressif dont l'équipe a désespérément besoin. Car leur défense a déjà l'envergure d'un champion. Mais la vraie question, c'est de savoir si leur attaque a ce supplément d'âme, dans les moments chauds face aux meilleures défenses des playoffs. Et c'est là que J-Dub joue un rôle crucial à mes yeux. S'il redevient ce créateur secondaire ultra agressif capable de harceler la défense adverse quand Shai n'est pas sur le terrain, alors le Thunder redevient une machine collective bien plus redoutable. Ajoutez à cela le retour d'un profil comme Isaiah Hartenstein, car le contrôle du rebond reste l'une des rares faiblesses où cette équipe peut bégayer. Mais avec sa présence sur le parquet, ce problème s'évapore. Et d'un coup, on se retrouve face à un collectif sans la moindre faille. C'est à ce moment précis que l'équation devient impossible à résoudre. Regardez bien. Au-delà de retrouver leurs 5 majeurs types, c'est la profondeur que cela libère derrière. Cela leur permet de faire souffler Jalen Williams et SGA en alternance, assurant ainsi une menace offensive constante sur le terrain. Même logique pour Holmgren et Hartenstein,
de la taille, des contres et de la structure durant 48 minutes. Franchement, c'est là que le Thunder devient totalement injouable. Car vous n'aurez pratiquement aucun moment dans le match avec une cuisante faiblesse ou un 5 incohérent sur le parquet. Alors si vous et moi cherchons qui peut les bousculer sur une série complète, à mon avis, seule une poignée de franchises mérite d'être prise au sérieux. Les Denver Nuggets en font partie. Le Denver des playoffs est un autre monstre, et Nikola Jokic vous garantit une chance contre n'importe qui. Sur le papier, les San Antonio Spurs semblent être la meilleure réponse à long terme, mais ils me paraissent encore trop inexpérimentés pour y parvenir cette saison, malgré leurs excellentes prestations face à eux en saison régulière. Je pense simplement que la marche est encore un peu trop haute pour eux. Mais l'équipe qui, selon mes analyses, propose le meilleur duel face à OKC reste Boston. Et la raison est évidente, leur profil d'ailier physique. Jason Tatum et Jaylen Brown sont typiquement le genre d'électron libre capable de perturber le plan défensif d'OKC. Même si Lou Dort reste un défenseur extérieur absolument exceptionnel, mais à part lui, la plupart des défenseurs d'OKC sont plutôt taillés pour harceler et créer du chaos que pour s'ancrer et défendre en 1 contre 1 face à 2 gros créateurs. Et on a bien vu ça lors de leur match de saison régulière. Boston a fait jeu égal avec OKC. Et le premier match chez OKC s'est joué sans Tatum ni Derrick White, et ils n'ont perdu que de 2 points. Aucune équipe n'a semblé aussi à l'aise face au Thunder cette saison que les Boston Celtics. Alors si vous me demandez aujourd'hui qui a la meilleure chance de décoder OKC, Boston est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Mais cela vous montre à quel point ce Thunder est terrifiant, car pour avoir une chance de les battre, les Celtics devraient d'abord s'extirper de la conférence Est, juste pour s'offrir une chance de jouer la finale. Mais une autre équipe est devenue impossible à ignorer récemment. Les Charlotte Hornets. Et si vous voulez voir pourquoi ils sont devenus aussi redoutables, vous pouvez aller regarder cette vidéo d'analyse complète juste ici.